Bienvenue à l'entretien sur France 24. C'est une des guerres les plus meurtrières de l'histoire, un grand conflit qui a touché la République démocratique du Congo et ses voisins et qui a coûté la vie à plus de 5 millions de personnes. À peine 10 ans plus tard, les conséquences de cette guerre se font encore ressentir dans la région. Mon invitée aujourd'hui, Mélanie Goubi, est bien placée pour en témoigner. Mélanie Goubi, jeune journaliste française, a passé 3 ans à l'est de la RDC, durant lesquels elle a suivi les gardes forestiers de Virunga. C'est le plus ancien parc naturel de l'Afrique et classé aujourd'hui comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Et leur mission, sauver les gorilles de montagne menacés d'extinction. Et l'enquête qu'elle a menée est au centre d'un documentaire qui s'appelle Virunga, réalisé par Orlando Van Insidel, un véritable pavé dans la mer qui a éclaboussé une très grande entreprise britannique qui cherchait à exploiter le pétrole de Virunga. Bienvenue Mélanie Goubi, dans le studio aujourd'hui. Je veux commencer en vous poser une question très simple. Pourquoi les gorilles? On pourrait dire qu'il y a eu une guerre atroce dans cette région qui a coûté la vie à 5 millions de personnes, comme je viens de dire. Et ce film se focalise sur les gorilles, les animaux. Les gorilles, c'est vraiment un symbole en fait. L'Est du Congo est très connu pour les derniers gorilles de montagne. Et le parc des Virunga est leur habitat naturel. C'est un parc qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Mais il n'y a pas que les gorilles de montagne dans ce parc. C'est le parc le plus biodivers du continent africain. C'est un parc énorme. C'est un parc énorme où il y a à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme animaux en Afrique et bien plus. Il y a des volcans. C'est vraiment un endroit merveilleux. Et c'est un endroit qui a un énorme potentiel à la fois économique et pour la sécurité de la région, parce que les gardes du parc des Virunga sont des gens qui sont vraiment très courageux et qui, ces dernières années, ont réussi à rétablir une certaine sécurité dans le parc qui est sous leur contrôle. Et à faire revenir les touristes. Ouais. Donc il y a un dynamisme économique qui a été remis en marche grâce au parc et qui, dans le futur, les autorités du parc espèrent va générer à peu près 100 000 emplois en fait, pour la région. Emplois. Donc c'est énorme. Alors il y a vraiment l'idée alors que le sort des gorilles de montagne est étroitement lié au sort des populations et au sort de l'avenir de l'humanité même. C'est le directeur du parc. J'étais très impressionné par ce personnage. C'est un prince belge, un aristocrate belge. Il s'appelle Emmanuel de Merode. Et c'est lui qui, en fait, c'est le superviseur, c'est le directeur de plusieurs centaines de gardes forestiers. À peu près 500 maintenant, oui. 500. Et au début, il y avait plus. Il y en avait beaucoup quand il est arrivé. En fait, Emmanuel de Merode, c'est quelqu'un qui a grandi au Kenya. Il est belge de nationalité, mais il a vraiment passé toute sa vie dans l'Afrique de l'Est et dans un milieu passionné par la conservation de la nature. Donc, il est venu au Congo quand il était très jeune. Ouais. Il avait à peu près 20 ans. Il a passé la plus grande partie de sa carrière au Congo. Et il a commencé à travailler à Virunga en 2000. Et il était consultant à l'époque. Et il s'est pris de passion pour ce parc et il a lié des liens très forts avec les gardes. Et devant tous les dangers, voilà. Parce qu'en fait, on voit dans le film, en fait, le siège, le moment où le Virunga et les environs sont assiégés, sont attaqués en fait par des groupes rebelles, les M23. Vous étiez témoin de ça. Oui, donc le parc est vraiment au cœur de la zone de conflit à l'est de la RDC. Et il y a beaucoup de groupes armés autour. Et effectivement, le M23 s'était installé à quelques kilomètres du parc. Et le quartier général du parc a été plusieurs fois au milieu du front entre l'armée congolaise et les rebelles. Mais les gardes sont restés. Parce qu'ils veulent défendre ce parc jusqu'au bout. Il y a, je crois, on parlait juste avant de l'entretien ici, que c'est parmi les derniers gorilles de montagne du monde. Il y a à peu près 800 mondes, dont un peu plus d'un tiers, vous m'avez dit, sont dans ce parc. Combien est-ce qu'ils ont déjà perdu des gorilles ou dans les combats, soit les combats ou manque de nourriture
Alors, pendant la guerre, la grande guerre du Congo, effectivement, la population des gorilles a diminué. Mais depuis la fin de la guerre en 2003, la population de gorilles augmente très doucement, évidemment, mais a recommencé à augmenter grâce au travail des gardes qui les protègent. Pendant le conflit du M23, rien ne s'est passé, donc ça a été beaucoup de chance. Il y a un côté de ce film, le film en fait montre très bien, il y a des braconniers, il y a des mercenaires, il y a le soi-disant complicité du gouvernement congolais parfois qui a donné l'autorisation à une société britannique pétrolière de faire des forages, d'explorer pour une exploitation pétrolière. Comment est-ce que vous avez pris connaissance de cette histoire, de cette entreprise britannique? Alors, c'était pas du tout un secret. Le contrat de Soko a été annoncé en 2010 quand le président a... C'est Soko, ça s'appelle. Voilà, Soko International, c'est une compagnie britannique. Et donc, ils ont eu un contrat pour une concession pétrolière qui est en fait à cheval sur le parc. Donc, il y a 50% de la concession qui est dans le parc et 50% qui est à l'extérieur. Le contrat de Soko ne fait pas mention du parc. Donc, pas du tout. Il ne spécifie pas qu'ils ont droit d'aller dans le parc. La loi congolaise, en l'occurrence, interdit la prospection commerciale dans le parc, puisque c'est un parc classé au patrimoine mondial de l'humanité. Donc, c'est interdit par la Convention internationale de l'UNESCO. Donc Soko a pris de sa propre initiative la décision d'aller explorer au cœur du parc, dans le lac Édouard, qui est vraiment le cœur même du parc. Ouais. Et une grande partie de Virunga, du documentaire, est axée sur votre enquête, sur cette entreprise. Et en fait, il y a un moment, quand vous avez en caméra cachée tourné un dîner avec un des employés locaux de cette entreprise, et il vous a dit, il vous a révélé des choses, des enjeux financiers pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, bien sûr. Donc, Soko, c'est ce qu'on appelle un wildcat dans le jargon des pétroliers. Donc, c'est une entreprise qui va dans des endroits où il n'y a pas de pétrole avéré. Donc, ils prennent des gros risques. Ils vont dans les endroits où personne d'autre ne veut aller, avec l'idée que s'il y a du pétrole, c'est le jackpot, quoi. Voilà. Ils vont faire beaucoup d'argent. C'était juste une histoire au début, dans un premier temps, d'explorer, de voir s'il y a effectivement du pétrole. Exactement. Et donc, évidemment, eux, ils cherchent à trouver le plus de pétrole possible. Et la valeur écologique du parc, la valeur morale aussi du parc, ça n'est pas du tout une préoccupation pour eux. Ça, ils l'ont dit très clairement. Du moment qu'ils trouvent du pétrole, tout est permis. Et quand, suite à ce film, quand ce film est sorti, et il est sorti dans quelques salles à New York, à Los Angeles, en Angleterre, et également distribué sur Netflix, quelle a été la réaction de Soko International? Bien évidemment, ils ont nié toutes les accusations du documentaire. Bien que leurs propres employés vous aient dit, en caméra cachée, leurs intentions. Voilà. Ils ont nié quand même. Ils ont tout nié. Donc voilà, nous on a été très choqués par leur réaction parce que on a quand même découvert des choses assez préoccupantes. Surtout, en fait, notre préoccupation principale, c'est le manque de contrôle sur le travail de leurs des gens qu'ils emploient sur le terrain. La réponse de Soko a été vraiment de dire nous, on n'a rien à voir avec ça, ça ne nous regarde pas et nous ne faisons rien de mal. Alors qu'ils auraient pu, au contraire, avoir une attitude responsable et se préoccuper de ce qui se passe. Cela dit, depuis ce temps-là, ils ont renoncé à leur projet. Ils vont plus, pour le moment au moins, ils vont plus explorer pour le pétrole dans ce parc, ni dans quelque autre parc que ce soit. Alors, c'est un peu plus subtil que ça. Ils ont... après beaucoup de pression de la part notamment de WWF et puis de notre film, évidemment, ils ont déclaré qu'ils ne feraient pas de forage dans le parc pour trouver du pétrole.
sauf si le gouvernement congolais et l'UNESCO se mettaient d'accord sur la possibilité de faire ça. Et l'UNESCO. Et l'UNESCO. C'est un grand enjeu. Ouais. Donc, Ok. bon, l'UNESCO ne sera jamais d'accord, évidemment. Mais donc voilà, ils ont dit ça. Ils ont entre-temps fini leur dernière phase d'exploration, qui est l'étude sismique. Et ils sont en train d'analyser ces résultats. Et quelques jours après cette déclaration qu'ils avaient faite, comme quoi ils allaient se retirer du parc, j'ai reçu une lettre on m'a fuité une lettre qui avait été écrite par le directeur Congo de Soko au Premier ministre congolais, disant qu'ils ne se retiraient pas du tout du parc et qu'ils allaient donner les résultats des analyses au gouvernement congolais en mai-juin de 2015 et que le gouvernement pourrait à ce moment-là prendre ses décisions. Alors l'intrigue se corse un peu. Un petit peu. On a très peu de temps. Est-ce que vous êtes optimiste, Mélanie, pour l'avenir de ces gorilles? Oui, je pense, parce que le travail des gardes du parc est tellement extraordinaire et les réactions à la fois internationales mais aussi nationales suite à la sortie du film ont été tellement fortes que je pense qu'il y a probablement pas beaucoup de gens qui ont envie de voir ce parc disparaître aujourd'hui. Et c'est vraiment, ouais. Et je dois dire, j'ai vu le film, j'ai un faible pour les gorilles, surtout les bébés, j'ai pleuré, c'est vraiment fort et les images sont très fortes aussi. Mélanie Goubi, journaliste, je vous remercie de nous avoir parlé sur le sort des gorilles de Virunga et merci à vous d'avoir suivi cet entretien. L'info continue sur France 24.